La famille royale est en crise depuis que la princesse Béatrice a pris ses distances, abandonnant titres et traditions. Une révélation d'ADN a exposé une vérité inimaginable, jetant le doute sur sa véritable filiation. Les résultats pointent vers un passé caché, remettant en question tout ce qu'elle croyait sur son ascendance, la poussant à rompre tous les liens avec sa famille. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour son avenir au sein de la famille royale? Rejoignez-nous pour explorer cette révélation choquante qui a conduit la princesse Béatrice à prendre la décision la plus radicale de sa vie. Princesse Beatrice de York. La princesse Béatrice est née le soir du 8 août 1988 à l'hôpital Portland de Londres. Elle est arrivée dans un monde de royauté en tant que premier enfant du duc et de la duchesse de York, devenant le cinquième petit enfant de la reine Élisabeth II et du prince Philippe. Dès le début, elle faisait partie d'une famille royale unie. Son baptême a eu lieu en décembre de la même année dans la chapelle royale du palais Saint James. Ses parrains et marraines étaient issus de milieux nobles et personnels incluant le cousin de son père et des amis proches de la famille. Fait intéressant, son prénom n'a été révélé au public que près de 2 semaines après sa naissance. 2 ans plus tard, elle est devenue grande sœur avec la naissance de la princesse Eugénie. Lorsque Béatrice avait 7 ans, ses parents se sont séparés. Leur divorce s'est déroulé de manière pacifique et tous deux sont restés très impliqués dans la vie de leur fille, partageant la garde et continuant à élever Béatrice et Eugénie ensemble. Après le divorce, la reine a alloué 1,4 million de livres pour créer un fonds fiduciaire pour les 2 filles. Les sœurs voyageaient souvent à l'étranger, toujours accompagnées d'au moins un parent. Leur éducation est restée active et aimante, malgré les changements dans la structure familiale. Béatrice a commencé son parcours scolaire à l'Upton House School à Windsor en 1991, puis a fréquenté la Coworth Park School et enfin le St. George's School à Ascot. Son éducation était marquée par une forte discipline. À 7 ans, elle a été diagnostiquée dyslexique. La raison pour laquelle je suis si passionné par la dyslexie est que je suis moi-même dyslexique, a-t-elle déclaré. Ce diagnostic a posé des défis, mais elle les a affrontés avec détermination. Elle a repoussé ses examens GCSE d'1 an pour mieux se préparer. Avec le temps, elle a gagné en confiance et a décidé de parler publiquement de ses difficultés en 2005 pour aider les autres. À Saint George's, Béatrice a obtenu de bonnes notes, un A en théâtre, un B en histoire et un B en études cinématographiques pour ses A-Level. Elle a été élue préfète en chef lors de sa dernière année, témoignant du respect qu'elle inspirait à ses pairs. Elle chantait également dans la chorale de l'école, une activité qu'elle appréciait beaucoup. Son 18e anniversaire a été célébré en grande pompe avec un bal masqué au château de Windsor. Son portrait officiel a été pris par le photographe Nikolai von Bismarck, capturant un moment clé de sa vie alors qu'elle entrait dans l'âge adulte. En 2008, elle a commencé à étudier l'histoire et l'histoire des idées à l'Université Goldsmiths de Londres, un cours de 3 ans qui a façonné sa vision du monde. Elle a obtenu son diplôme en 2011 avec de bons résultats, une réussite solide reflétant son engagement envers l'éducation. Béatrice ne s'est pas reposée après l'université. Pendant l'été 2008, elle a acquis sa première expérience professionnelle en travaillant comme vendeuse chez Selfridges, apprenant les bases du service client. Elle a également passé du temps au bureau de presse du Foreign Office sans rémunération. À la même époque, elle a exploré des opportunités de carrière avec le site du Financial Times, montrant un intérêt précoce pour les affaires et les médias. En 2009, elle a fait une apparition discrète dans le film The Young Victoria, qui retraçait les premières années du règne de la reine Victoria. C'était un petit rôle, sans dialogue, mais elle est devenue le premier membre de la famille royale à apparaître dans un film non documentaire.
Plus tard, elle a travaillé comme stagiaire rémunérée chez Sony Pictures, où elle a acquis davantage d'expérience. Cependant, après un scandale de piratage majeur qui a frappé l'entreprise, en 2014, elle a décidé de démissionner. Ce fut une période difficile, mais elle a géré la situation avec élégance. En 2015, Béatrice a fait un choix audacieux en s'installant à New York. Elle a commencé à construire une vie en dehors des obligations royales relevant de nouveaux défis professionnels. En 2017, elle occupait un emploi à temps plein, partageant son temps entre Londres et New York. Dans sa vie professionnelle, elle utilise le nom de Béatrice York. Elle a pris un rôle de direction chez Affinity, une entreprise de logiciels où elle est vice-présidente des partenariats et de la stratégie. L'un de ses rôles clés consiste à diriger un programme soutenant les femmes dans des postes de leadership dans des entreprises mondiales. À travers des œuvres caritatives et des conférences, elle promeut cette mission avec passion et détermination. En 2022, il a été révélé qu'elle avait perdu sa protection policière, financée par les contribuables en 2011, une décision prise après l'intervention de son oncle, désormais le roi Charles III, pour réduire les dépenses de sécurité. Malgré ce changement, Béatrice a continué d'avancer, équilibrant toujours son héritage royal avec une vie professionnelle indépendante. Elle continue de grandir, de s'adapter et d'inspirer à chaque pas. Vie, personnelle, titres et traditions. En mars 2019, la princesse Béatrice est apparue à un gala de collecte de fonds à la National Portrait Gallery à Londres, accompagnée d'Edoardo Mapelli Mozzi, un homme issu d'un milieu riche et noble, travaillant comme promoteur immobilier. Son nom était déjà connu dans les cercles d'élite. Son père, Alex Mapelli Mozzi, avait concouru aux Jeux olympiques comme skieur alpin pour l'Italie. Bien que l'Italie ne reconnaisse plus officiellement les titres nobiliaires, la famille Mapelli Mozzi avait reçu le titre de comte en 1913 par le roi Victor Emmanuel III, titre transmis par la lignée masculine, faisant d'Edoardo un comte de naissance. Ce titre, bien que non reconnu officiellement par les gouvernements modernes, italiens ou britanniques, conservait un certain prestige dans certains cercles. Lors de cet événement, on pensait que Béatrice et Edoardo sortaient ensemble depuis plusieurs mois, probablement depuis septembre 2018. Ils semblaient à l'aise ensemble et peu après, ils ont assisté au mariage de Lady Gabriella Windsor en mai 2019, marquant un moment important. Leur relation a pris un tournant sérieux plus tard cette année-là. En septembre 2019, lors d'une visite en Italie, Edoardo a fait sa demande et le 26 septembre, les fiançailles ont été officiellement annoncées par le bureau de son père. Les préparatifs d'un mariage royal ont rapidement commencé. La cérémonie était prévue pour mai 2020 à la chapelle royale du Palais St. James, suivie d'une réception dans les jardins de Buckingham Palace. Cependant, la pandémie de COVID-19 a bouleversé ses plans. D'abord, la grande réception a été annulée, puis le mariage lui-même a été reporté pour des raisons de santé publique. Finalement, Béatrice et Edoardo se sont mariés lors d'une cérémonie beaucoup plus petite et très privée, le 17 juillet 2020, à la chapelle royale de Tous les Saints à Windsor. Contrairement à de nombreux mariages royaux, celui-ci n'a pas été annoncé publiquement à l'avance en raison des circonstances exceptionnelles. Son père, le prince Andrew, était alors plongé dans une controverse liée à ses liens avec Jeffrey Epstein, un criminel condamné qui s'est suicidé en prison. Après une interview télévisée désastreuse, le prince Andrew s'est retiré de ses fonctions royales, ce qui a eu un impact significatif sur les plans de mariage de Béatrice. Bien qu'il l'ait accompagné dans l'allée, il n'a pas été inclus dans les photos officielles publiées. La célébration initialement grandiose est devenue beaucoup plus intime.
Pour la cérémonie, Béatrice portait une robe spéciale, une robe vintage, Norman Hartnell, appartenant à la reine, soigneusement modifiée pour elle, symbolisant un lien fort avec l'héritage familial. Elle portait également le diadème à franges Queen Mary, le même que celui porté par la reine lors de son propre mariage. Béatrice est entrée dans un nouveau rôle, non seulement en tant qu'épouse, mais aussi en tant que belle-mère. Son mari avait déjà un fils, Christopher Wolfe, surnommé Wolfie, issu d'une relation précédente. En septembre 2021, Béatrice a donné naissance à son premier enfant biologique, une fille nommée Sienna Elizabeth Mappely Mozzi, née à l'hôpital Chelsea et Westminster à Londres. À sa naissance, Sienna était 11e dans l'ordre de succession au trône britannique. Après le décès de la reine Élisabeth II en 2022, Sienna est montée d'une place pour devenir 10e. Elle a été baptisée à la chapelle royale du palais St. James en avril de la même année. Peu après, la famille a quitté leur appartement à Londres pour s'installer dans un grand manoir dans les Cotswolds, profitant d'une vie plus calme à la campagne. En janvier 2025, Béatrice a donné naissance à sa deuxième fille, Athena Elizabeth Rose Mappely Mozzi, née prématurément à l'hôpital Chelsea et Westminster. Athena est devenue 11e dans l'ordre de succession, juste derrière sa sœur. Ce qui rend ces enfants uniques dans la famille royale, c'est qu'à la différence de nombreux cousins, Sienna et Athena sont éligibles à des titres nobiliaires, non pas par leur mère royale, mais par leur père. En tant que comte italien, Eduardo transmet son titre à ses enfants, ce qui signifie que Sienna et Athena portent des titres de comtesse ou de nobile, donnant un rang noble italien traditionnel. En revanche, ni les enfants de Béatrice ni ceux de sa sœur Eugénie n'ont droit à des titres royaux britanniques, car ils ne sont pas des petits-enfants d'un monarque selon les règles de la famille royale britannique. Cependant, grâce à la lignée noble de leur père Sienna et Athéna, portent un héritage unique qui les relie à l'aristocratie européenne. La véritable filiation de la princesse Béatrice, un murmure discret, a commencé à circuler dans les cercles royaux, gagnant en force à chaque mot. La véritable filiation de la princesse Béatrice. Cela a commencé doucement, juste une rumeur non confirmée, mais l'histoire a rapidement pris de l'ampleur. Bientôt, ce n'était plus une simple rumeur. Elle était partout, soulevant des questions, attirant l'attention et plongeant la famille royale au cœur d'une tempête croissante. Au centre de tout cela, une affirmation choquante, un test ADN aurait été effectué révélant qu'une des filles du prince Andrew pourrait ne pas être son enfant biologique. Personne ne savait exactement d'où venait l'histoire. Certains disaient qu'elle provenait d'un document privé ayant fuité, d'autres pointaient un tuyau anonyme envoyé à un tabloïd britannique. Il était même question qu'un détective privé ait découvert quelque chose des années plus tôt qui ne faisait surface que maintenant. L'absence de sources claires ne faisait qu'ajouter au mystère. La rumeur a pris une vie propre, suggérant que les résultats du test ne correspondaient pas à ce que l'on avait toujours cru. Il y avait une incohérence, une discordance impossible à ignorer. Le test aurait pointé vers un autre homme sans sang royal comme étant potentiellement le véritable père. Si cette affirmation était vraie, cela ne concernait pas seulement une famille. Cela menaçait de bouleverser les fondements mêmes de la lignée royale. Les titres et privilèges royaux sont généralement transmis par le droit de naissance, et bien que la biologie ne soit pas toujours le critère ultime, le poids émotionnel et symbolique est indéniable. Même sans changement légal, l'idée seule apportait un silence pesant. La suggestion qu'une des petites filles de la reine pourrait ne pas porter véritablement le sang royal était suffisante pour ébranler l'institution de l'intérieur. Ce n'était pas le genre de scandale que l'on pouvait résoudre
avec une déclaration ou une photo. C'était profondément personnel, intensément privé et pourtant totalement public. Pour la princesse Béatrice, au cœur de cette tempête, la situation devait être insupportable. Connue pour sa grâce, sa gentillesse et son profil bas, elle avait toujours maintenu une distance respectueuse des drames royaux. Mais après la propagation de la rumeur, un changement a été remarqué. Des sources internes ont rapporté qu'elle était dévastée, prise au dépourvu par la nouvelle. D'autres FFP affirmaient qu'elle se sentait profondément trahie, même en colère. La situation n'était pas facilitée par le changement visible dans sa relation avec le prince Andrew. Autrefois proches, souvent vus ensemble, lors d'événements souriants en public, quelque chose avait changé. Elle apparaissait désormais seule ou uniquement avec son mari Eduardo. Son père, autrefois à ses côtés, n'était plus présent lors de ces moments. Lors d'une apparition publique majeure, la distance entre Béatrice et son père était impossible à ignorer. Aucun échange, aucun sourire partagé. Ils restaient qu'ils furent séparés tant physiquement qu'émotionnellement. Leur langage corporel parlait plus fort que n'importe quel communiqué. Puis vinrent les indices subtils en ligne. Béatrice a cessé de partager des publications liées à son père. Ses réseaux sociaux, autrefois parsemés de photos nostalgiques, chaleureuses, se concentraient désormais uniquement sur son enfant, son mari et son travail caritatif. Cette absence était révélatrice. Le silence autour de son père n'était plus discret. Il était délibéré. Certains proches de la famille affirmaient qu'elle avait besoin d'espace, qu'elle avait commencé à poser des questions difficiles bien avant, mais que la rumeur sur l'ADN avait été le point de bascule. Elle n'a pas tenu de conférence de presse ni émis de déclaration publique. Elle n'a pas argumenté ni expliqué, mais ses actions étaient claires. La distance avait remplacé la proximité. Le silence avait pris la place de l'affection. Pendant ce temps, la princesse Eugénie est restée plus discrète. Contrairement à Béatrice, elle a maintenu un profil bas tout au long de la tempête. Certains pensent qu'elle a choisi de soutenir son père en silence, en coulisses. D'autres disent qu'elle voulait simplement éviter de s'impliquer. Mais, quel que soit leur choix, les deux sœurs se sont retrouvées prises dans une tempête qu'elles n'avaient pas su créer. Et pendant tout ce temps, Buckingham Palace est resté silencieux. Aucun mot officiel de la famille royale. Aucun démenti. Aucune explication. Juste le même silence qu'ils avaient toujours utilisé face aux scandales. La devise royale a toujours été de ne jamais se plaindre et de ne jamais expliquer. Cela avait fonctionné pendant des générations. Mais le monde a changé. Les gens exigent des réponses maintenant. Et quand ils n'en obtiennent pas, les spéculations s'amplifient sans arrêt. En coulisses, des sources internes affirmaient qu'il y avait de la panique. Les équipes de relations publiques s'efforçaient de contrôler les dégâts des réunions privées avaient un lieu quotidiennement. Certains disaient que le roi Charles était furieux que cette rumeur ait fuité, que le prince William voulait protéger la monarchie de nouveaux dommages. De son côté, la reine Camilla essayait de calmer tout le monde. Mais comment rester calme quand un secret aussi important menace de faire s'écrouler les fondations? Les experts royaux suggéraient que la famille espérait que l'histoire s'estomperait, que s'il restait en silencieux assez longtemps, les gens oublieraient. Mais le silence est une stratégie dangereuse quand le public est avide de vérité. Chaque question sans réponse ne faisait qu'approfondir le mystère. Et quand personne ne parle, le monde remplit les vides avec sa propre version de l'histoire. Aujourd'hui, la rumeur persiste, ni confirmée, ni démentie, mais jamais vraiment disparue.
Et à sa place, la rébellion silencieuse d'une fille est devenue le bruit le plus fort dans les couloirs du palais. Que l'histoire soit vraie ou non, le mal est fait un lien, s'est transformé, une famille a changé. Et les murs royaux, autrefois considérés comme inébranlables, semblent désormais un peu plus fragiles. Car en fin de compte, quelle que soit la puissance d'une famille, la vérité trouve toujours un moyen de percer. La vérité sur le duc et la duchesse d'York. La relation du prince Andrew avec Sarah Ferguson a pris un tournant sérieux dans les années 1981, bien que leur lien remonte bien plus loin. Ils se connaissaient depuis l'enfance, évoluant dans les mêmes cercles et se croisant souvent lors d'événements mondains, comme des matchs de polo. Pendant des années, ils n'étaient que des connaissances. Mais en 1985, lors du Royal Ascot, quelque chose a changé. Ils se sont reconnectés et à partir de ce moment, leur relation s'est approfondie. Ce qui avait commencé comme une amitié chaleureuse est rapidement devenu plus significatif. En un an, ils étaient fiancés. Le 23 juillet 1986, ils se sont mariés lors d'une cérémonie royale extravagante à l'abbaye de Westminster, attirant l'attention du monde entier. Ce jour-là, le prince Andrew a reçu de nouveaux titres de la reine Élisabeth II, duc d'York, comte d'Inverness et baron Killyleagh titre, qui le liaient encore plus à l'héritage royal. Au début de leur mariage, tout semblait heureux et prometteur. Ils ont eu 2 filles, Béatrice et Eugénie, qui sont devenues le centre de leur monde. Le couple apparaissait souvent en public, avec des sourires chaleureux et un front uni. Leur vie semblait parfaite de l'extérieur. Mais en coulisses, les choses ont commencé à changer. L'engagement du prince Andrew dans sa carrière navale le tenait éloigné de chez lui pendant de longues périodes. Ses voyages constants et l'examen intense des médias ont commencé à affecter leur relation. Sarah, souvent seule pour élever leurs jeunes enfants, se retrouvait sous une pression croissante. En mars 1992, la tension était trop forte. Le couple a annoncé publiquement sa séparation. À l'époque, la rupture semblait respectueuse et sans amertume. Beaucoup pensaient qu'il y avait encore un espoir de réconciliation. Mais cet espoir s'est évanoui plus tard cette année-là, lorsque des photos privées de Sarah avec son conseiller financier John Bryan ont été publiées dans les journaux. Les images ont provoqué un scandale majeur et embarrassé la famille royale. Bien que Sarah ait expliqué que Bryan ne l'aidait que sur des questions financières et qu'Andrew ait choisi de la croire, le mal était fait. Le jugement public était impitoyable. Leur divorce a été finalisé le 30 mai 1996. Malgré tout, Andrew a continué à parler de Sarah avec bienveillance. Leur dévouement commun à leur fille les a aidés à rester proches. Ils n'ont pas seulement partagé la garde, ils ont continué à vivre ensemble. Leur maison, Sunning Hill Park, près du parc de Windsor, avait été construite pour eux en 1990. C'était une propriété moderne et spacieuse qui leur permettait d'élever leurs enfants dans un environnement paisible et privé. Ils y sont restés ensemble plusieurs années, essayant d'offrir à leur fille une vie stable malgré le divorce. En 2004, le prince Andrew a déménagé de Sunning Hill Park pour s'installer à Royal Lodge, une résidence historique et élégante ayant appartenu à la reine-mère. Royal Lodge avait une signification émotionnelle profonde pour la famille royale. La reine Élisabeth II y avait passé une partie de son enfance et elle portait une forte charge d'histoire et de tradition. Sarah a déménagé à Dolphin House, à Englefield Green, non loin de la nouvelle résidence d'Andrew. Cela permettait à la famille de rester proche et de maintenir une routine. Cependant, en 2008, un incendie a éclaté à Dolphin House, forçant Sarah à quitter les lieux. Elle est revenue vivre à Royal Lodge avec Andrew. C'était une situation inhabituelle pour un couple divorcé, mais elle reflétait la force de leur lien.
Bien que leur relation romantique ait pris fin des années plus tôt, ils continuaient de se soutenir mutuellement. Vivre sous le même toit les a rapprochés en tant que parents et amis. Leurs filles continuaient d'avoir leurs deux parents activement impliqués dans leur vie et la famille présentait un front uni. Mais leur vie paisible a bientôt été confrontée à une autre forme de pression. Royal Lodge, bien que magnifique et historique, entraînait des coûts énormes. Le prince Andrew détenait un bail unique sur la propriété. Dans un accord rare, il a payé une somme unique de 1 million de livres et s'est engagé à dépenser 7,5 millions de livres supplémentaires pour les rénovations et l'entretien. Ce bail lui donnait le droit d'y vivre pendant 75 ans, à condition qu'il couvre tous les coûts d'entretien et financiers. La propriété située en dehors des limites sécurisées du château de Windsor nécessitait une sécurité constante, ce qui représentait une dépense considérable. Ajoutez à cela l'entretien continu de la maison et de ses terrains, et les coûts grimpaient encore plus. Malheureusement, le prince Andrew n'a plus de fonctions royales officielles. En 2013, le paiement annuel qu'il recevait de la défunte reine, environ 249 000 livres, a été arrêté. Sans ce revenu et sans rôle public pour générer des fonds, la pression financière sur lui s'est alourdie. La sécurité et l'entretien de Royal Lodge reposent désormais entièrement sur ses épaules. S'il ne peut pas assumer ses responsabilités, le bail pourrait ne pas suffire à le maintenir là-bas. La couronne qui possède techniquement la propriété pourrait intervenir si les coûts ne sont pas correctement gérés. Jusqu'à présent, rien d'officiel n'a eu lieu. Mais le temps passe vite et l'avenir de la résidence du prince Andrew à Royal Lodge reste incertain. Chaque mois apporte de nouveaux défis. La maison peut être remplie de souvenirs et de traditions, mais même l'histoire ne peut la protéger des problèmes actuels. Le rôle de la princesse Béatrice au sein de la monarchie. Bien que membre de la famille royale britannique et proche de figures clés comme le roi Charles, son oncle, et le prince William, son cousin, la princesse Béatrice est souvent restée en retrait. Contrairement à certains de ses parents plus médiatisés, elle n'a pas occupé un rôle central dans la vie publique de la monarchie. Cependant, les choses commencent à changer notamment avec le prince William, qui assume un rôle de leadership plus actif. Il comprend que la famille royale doit évoluer pour survivre et inclure des cousins comme Béatrice fait partie intégrante de cette transformation. Après le départ du prince Harry de ses fonctions royales et son déménagement à l'étranger, William travaille maintenant à ramener certains des jeunes royaux dans le giron. Sa vision vise à présenter une image plus fraîche et moderne de la monarchie, montrant qu'elle n'est pas seulement un club de personnes âgées s'accrochant à des traditions dépassées. La monarchie britannique a toujours été connue pour sa tradition, sa formalité et sa structure. Mais, avec des temps qui changent rapidement et des attentes publiques de plus en plus exigeantes, la famille royale fait face à une pression croissante pour se moderniser. Le roi Charles, qui a pris le trône après le décès de sa mère, la reine Élisabeth II, a vu son règne marqué par des défis personnels et institutionnels. Peu après son couronnement, il a révélé qu'il luttait contre un cancer. Cette annonce choquante est arrivée alors que le public s'adaptait à la nouvelle ère sans la reine. Peu après, la princesse Kate, épouse du prince William et future reine, a également partagé son propre diagnostic de cancer. Ces deux problèmes de santé majeurs ont secoué le public et causé de l'inquiétude, d'autant plus que la famille royale est notoirement privée et protectrice de sa vie personnelle. Cette culture du secret qui entoure depuis longtemps la famille royale rend difficile pour le public de comprendre pleinement ce qui se passe derrière les portes du palais. Le manque de transparence alimente les rumeurs et les spéculations.
Les gens se demandent à quel point la maladie du roi Charles est grave ou à quel stade se trouve le traitement de la princesse Kate. Couplé à l'impact émotionnel du départ du prince Harry et de Meghan Markle, ainsi qu'à la controverse non résolue autour du prince Andrew, il est clair que la monarchie traverse une période difficile. Ces problèmes internes donnent à l'institution une apparence instable et incertaine. Avec les problèmes de santé du roi Charles, le départ des Sussex et la présence déclinante des royaux plus âgés, il pourrait revenir à William et à un groupe plus jeune incluant Béatrice de maintenir le lien entre la couronne et le peuple. Il y a aussi un problème évident d'âge au sein de la famille royale. Sans William et Kate pour montrer la voie, la plupart des membres visibles sont plus âgés et l'absence de royaux plus jeunes et dynamiques se fait cruellement ressentir. Ce fossé a contribué à un déclin lent mais constant de l'intérêt public. Les gens ne sont plus aussi captivés par les apparitions et les cérémonies royales qu'autrefois. En fait, de nombreux sondages suggèrent, Johnny, que la jeune génération ressent peu de connexion avec la monarchie en particulier parce qu'elle a du mal à se rapporter à leur vie ou à leurs préoccupations. Pour répondre à cela, William a commencé à promouvoir une nouvelle image plus relatable, jeune et réactive aux besoins de la société moderne. Il veut mettre en avant le service et la pertinence, pas seulement la cérémonie et la tradition. Cela signifie montrer que la monarchie peut encore servir le public et s'adapter au temps qui change. Il ne suffit plus de porter des couronnes et d'assister à des événements formels. La monarchie doit travailler plus dur pour rester connectée au peuple, et la princesse Béatrice s'inscrit dans cette nouvelle vision. Bien qu'elle n'ait pas traditionnellement assumé de nombreuses fonctions royales, son statut et son histoire au sein de la famille lui donnent une place naturelle dans la vie publique. Avec le nombre de royaux actifs en diminution, elle pourrait être appelée plus souvent à participer. Elle ainsi que d'autres cousins comme la princesse Eugénie Peter Phillips et Zara Tindall a déjà commencé à apparaître plus fréquemment lors d'événements comme des garden parties, laissant entendre que des changements se produisent lentement en coulisses. Cette implication pourrait devenir régulière si le prince William continue d'élargir le cercle des personnes impliquées dans les fonctions publiques. En même temps, d'autres problèmes nationaux ajoutent de la pression sur la famille royale. Le pays fait face à une forte inflation des problèmes énergétiques, la guerre en Europe et l'arrivée d'un nouveau premier ministre. Ces défis exigent un leadership fort et visible. Mais, avec la monarchie traversant ses propres crises internes, elle risque de sembler déconnectée ou hors de propos. C'est pourquoi certains estiment qu'il serait sage de faire appel à davantage de membres de la famille pour soutenir la monarchie, même s'ils n'étaient pas auparavant actifs dans les fonctions royales. Les observateurs royaux de longue date pensent que William ferait une erreur en essayant de garder la famille royale trop restreinte. Au contraire, beaucoup suggèrent qu'il devrait faire ce que la reine Élisabeth a fait pendant son règne. Lorsqu'elle avait besoin d'aide, elle se tournait souvent vers ses propres cousins pour partager la charge. Cette approche apportait équilibre, force et un sentiment d'unité. Les gens savaient que la monarchie était plus qu'un ou deux visages. William pourrait faire de même maintenant en impliquant la princesse Béatrice, la princesse Eugénie Lady Louise Windsor et le comte de Wessex pour aider. Alors que la famille royale entre dans cette nouvelle ère incertaine, tout est mis à l'épreuve, sa stabilité, son image et son but. Pour survivre et rester pertinente, la monarchie doit s'adapter aux besoins du présent. En se mettant en avant maintenant, ils ont une chance de façonner une monarchie moderne qui honore toujours la tradition, mais qui est vivante, visible et prête pour l'avenir.